Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on retourne dans le passé. Comment ça va Sophie? Oh, bien, moi je suis contente, je suis arrivée en France, là il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, peut-être un peu beaucoup, mais bon, ça me change de l'hiver, ça fait plaisir. Re-bienvenue à toi en France Sophie, et même si aujourd'hui on va pas du tout parler d'oiseaux de France, quoique Archéoptérix n'a pas été découvert très très loin. Donc ce sera ton sujet Archéoptérix du coup? Exactement, on va revenir un peu dans le passé pour aller voir quelques ancêtres de nos chers bestioles à plumes. Et toi, du coup, tu nous parles d'un oiseau qui est absolument fantastique, qui est très très beau et qui a souvent été utilisé dans la littérature, en peinture, en sculpture, enfin bref, un peu partout. Ah, tu veux poser une question aux auditeurs, essayez de deviner l'oiseau, attention. Allez-y. C'est un oiseau qui est un symbole dans beaucoup d'endroits. Ah. Attention. C'est un petit indice, hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, non, c'est vrai. on va parler du pan. Et on va parler du pan tout en restant finalement dans le fil conducteur de cet épisode, puisqu'on va parler du pan dans la mythologie. Donc on va parler de passé également. Voilà, ça va être intéressant. Wow. J'en parlerai sans doute dans la première partie, puis tu nous présenteras. Oui, je continuerai après. Dans la seconde. On va absolument dérouler, entre guillemets, le passé de manière discontinue. Sophie, avant de parler de tout ça, je vais te parler encore de quelque chose du passé, décidément. Ça commence bien. Puisque je suis tombé sur un commentaire de Gigre, une publication de Gigre sur les réseaux que l'on salue, Diane, si tu nous écoutes, qui parlait d'un coq qui avait été condamné à mort pour avoir pondu un œuf contenant un serpent du nom de basilic. On est en 1474, on est en Suisse, et donc c'est une information que Diane a retrouvée dans un ouvrage. Et j'ai essayé d'en savoir plus sur cette petite mention justement de cet oiseau qui avait été condamné. C'est le chroniqueur Balois Gross qui raconte cette exécution, mais c'est une exécution qui est uniquement racontée en 1624, donc bien plus tardivement que le moment où cette exécution a lieu. Et malheureusement, en consultant les archives de Bâle, il y a toute une publication que vous pouvez retrouver sur internet, il n'y a pas d'autres informations sur cet incident et il n'y a pas non plus d'illustration de cet oiseau, de ce coq qui aurait été sacrifié. Voilà, une histoire bien étrange qui aurait pu s'avérer vraie, hein, puisqu'on a quelques cas justement d'animaux qui ont été impliqués dans des procès, voire qui ont été condamnés dans des procès. Mais pour notre coq, pas forcément plus d'informations à vous donner là-dessus. Voilà. D'accord. Moi de mon côté, j'avais quelque chose à propos de la lumière artificielle et des caprimulidés. De l'engoulevent. Voilà. J'ai failli prendre ce sujet effectivement pour tu vois. Du jour. Donc tu sais déjà de quoi je vais parler. Je voulais dire caprimulgidé plutôt qu'engoulevent, mais du coup donc effectivement des engoulevents. Alors on est dans l'Alberta, du côté du Canada, et donc cette étude, une fois de plus, montre l'influence de la lumière artificielle sur les comportements des oiseaux, vu que là on parle d'un oiseau qui est nocturne, qui du coup chasse la nuit, hein. C'est un insectivore, et cet oiseau-là a de grosses difficultés à cause des lumières artificielles qui deviennent de plus en plus présentes dans son environnement naturel, et ça n'aide pas évidemment à la répartition de l'oiseau, à sa conservation en règle générale. Voilà. D'un oiseau qui est gêné par les lumières artificielles à un oiseau peint en vert, il n'y a qu'un pas. Puisque si vous vous promenez dans la ville de Northampton, vous allez croiser un pigeon vert. Voilà. Alors,
grosso modo, tout part finalement d'un TikTok qui a fait 4 millions de vues et qui a beaucoup intéressé les scientifiques sur pourquoi un pigeon se mettrait tout d'un coup à être vert. Eh bien, c'est sans doute parce que quelqu'un l'a teint en couleur. Alors, il y a plusieurs explications qui s'affrontent. On parle par exemple de baby showers. Peut-être que vous connaissez ce terme, mais grosso modo, on a parfois des événements qui sont organisés pour révéler le genre d'un bébé, que ce soit un garçon ou une fille. Eh bien, certaines personnes, des fois, utilisent des pigeons qu'ils peignent soit en bleu, soit en rose, pour révéler justement la couleur du sexe de l'enfant. Ça avait été réalisé dans le Berkshire, pas plus tard que l'année dernière, dans la petite ville de Maidenhead, où justement un pigeon qui avait été peint en rose et jaune avait été découvert. Voilà, donc plusieurs théories s'affrontent. Alors ça peut être problématique pour l'oiseau, puisque ça peut notamment l'empêcher de voler, ça peut lui provoquer des maladies. Ne teignez pas les pigeons. J'ai lu également que certains colombophiles utilisaient justement des couleurs pour éviter que les oiseaux se fassent attraper par des faucons. Comme tu fais de la fauconnerie, peut-être que Sophie, toi tu en sais un peu plus. Alors non, ça m'a jamais... Très honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. Okay. Je sais pas si les faucons n'attraperaient pas un oiseau parce qu'il a une couleur différente. Peut-être qu'ils l'identifieraient comme quelque chose de différent. Dans ces cas-là, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais eu le cas, parce qu'en France, ce n'est pas possible. Et c'est sur cet oiseau vert que moi je termine ma rétro ici. Tu termines ta rétro sur un oiseau vert. Et ben moi, je vais partir dans une île. Une île, il me semble, dont on a déjà discuté, parce que c'est l'archipel de Johnston. Je sais pas si ça dit quelque chose. Il me semble qu'on en avait parlé à un moment, c'était toi qui en avais parlé d'ailleurs, à propos de la collecte de guano sur cet archipel par le gouvernement US. Oui, voilà. Voilà. Et donc, il y avait toute une histoire avec une base militaire qui avait été mise sur place. Alors, il y avait plein d'installations avec de la production d'armes chimiques aussi. Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées sur cet archipel. Parce qu'il n'y a pas qu'une île, il y a un archipel complet. Et après toutes ces utilisations par l'armée, en 2003, tout ça a été fermé. Et à partir de 2004, c'est devenu une zone, une réserve naturelle, notamment pour les oiseaux marins. Bon, il y a eu quelques soucis au cours de l'histoire de cette réserve naturelle. Évidemment, tout ne s'est pas passé toujours comme prévu, avec notamment une invasion d'insectes. Alors, on parle de fourmis, en ce cas-là, qui a failli mettre à mal toutes les colonies d'oiseaux qui étaient sur place. Ok. Mais dernièrement, ça s'est plutôt bien passé, jusqu'à l'intervention de notre cher président américain Trump. Qui a déclaré dernièrement que cette zone naturelle, en fait, on allait peut-être aller y construire des fusées, finalement. Alors, et donc c'est un projet de l'US Air Force qui va possiblement se mettre sur le site. Alors c'est l'île la plus grande, donc l'île de Johnston, qui est la plus grande île de l'archipel, sur laquelle on avait précédemment construit donc la base militaire, qui avait précédemment un endroit pour lancer des avions, notamment, qui va être celle qui va accueillir donc cette base spatiale pour balancer des roquettes. Et donc super. Voilà. Ça se situe où cette île? Je me rappelle d'avoir traité cette histoire, mais je me rappelle plus du tout de la zone géographique. Alors c'est dans l'océan Pacifique, plutôt au nord. C'est à peu près à 1300 km à l'ouest d'Honolulu, du côté d'Hawaï donc. Ah oui. Et ouais. Mais Donald Trump est au courant que c'est quand même mieux de lancer des fusées près de l'équateur? Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, ils ont décidé que... Alors, il en est pas à son... Enfin, les US n'en sont pas à leur coup d'essai parce que l'atoll a été le site d'essai nucléaire dans les années 60 quand même. Donc, il revient de loin. Et on a malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement parce que si ça s'effondre, ça va être malheureux. On a une colonie, plusieurs colonies d'oiseaux marins qui sont florissantes aujourd'hui grâce aux efforts de conservation quand même. Parce que depuis 2003, ça fait quand
même plus de 20 ans qu'on est là en train d'essayer de préserver les espèces sur site, avec des espèces qui sont particulièrement en danger, hein, et qui arrivent à trouver là-bas un havre de paix, avec notamment des phaétons, tu sais, le phaéton à brun rouge, qui est assez intéressant, ou à bec jaune, des puffins, des fous, évidemment, des sternes, des nodis, enfin bref, des pétrels, plein de trucs là-dessus. Et voilà, on va virer tout ça pour aller faire construire un truc. Et je sais pas si ça va nous apporter grand-chose, mais bon, voilà, il y a ce projet. C'est parti. On termine cette rétro. Je vais vous parler de mythologie grecque. Et je vais vous parler d'Inachos, qui est un des tout premiers dirigeants de la Grèce antique. Il a eu 2 enfants, Io et Mycène, avec sa compagne Mélia. Autant Mycène, on va pas spécialement trop s'y attarder, autant on va beaucoup parler de la personne de Io. Io qui était prêtresse dans le plus important temple lié à Zeus. Et Zeus, si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, vous savez que c'est quelqu'un qui... on va dire, n'a pas sa libido dans sa poche. Et c'est quelqu'un qui est très attiré par Io. Alors, il tente de trouver un subterfuge pour justement s'approprier Io, mais il doit faire attention à Héra, parce que Héra, elle connaît justement les tendances de son mari, et elle se dit « je vais quand même te surveiller, Zeus, pour éviter que tu fasses des bêtises ». Alors Zeus a une idée face à Io, je vous rassure, on parle vraiment d'oiseaux à la fin. Ça serait bien. Zeus a une idée vis-à-vis de Io, c'est de la transformer en génisse. Pourquoi ? Eh bien, l'idée est que cet animal se fonde dans la masse des prés sur lesquels Zeus et Héra ont justement regard, et que Héra ne remarque tout simplement pas que Io figure parmi elles. Sauf que Héra, elle est maligne, puisque l'un de ses animaux sacrés, c'est la vache, et elle reconnaît le subterfuge de Zeus. Alors elle demande à Zeus de lui offrir Io, tout simplement. Zeus est obligé d'accepter, bien sûr, hein. Et Io est finalement clôturé dans un petit enclos et surveillé par le petit-fils d'Inachos. Donc je vous rappelle, Inachos avait donné naissance à 2 enfants, Io et Mycène. Eh bien le petit-fils d'Inachos s'appelle Argos, c'est le fils de Mycène et d'Arestor, et c'est un adorateur d'Héra, et il a une capacité très spéciale. On connaît les cyclopes qui ont un seul œil, et bien Argos, lui, il en a 100 des yeux. Et c'est pour ça qu'il est sélectionné par Héra, c'est justement pour, faire en sorte que Zeus ne s'approche pas justement de Io. Donc, ces 100 yeux, il y en a 50 qui vont lui servir à regarder le pré et 50 qui lui servent à observer le ciel et au-delà. Mais Zeus, il n'a pas dit son dernier mot, et il demande à Hermès de l'aider. Et donc, ils fomentent un plan tous les deux, et le plan d'Hermès est très simple, c'est de jouer de la musique à Argos pour que celui-ci s'endorme. Et au bout de quelques heures de musique, Argos finit par fermer ses 100 yeux, ce qui fait beaucoup, et il finit par poignarder Argos, qui décède sur le coup. Alors ça y est, Zeus a atteint son objectif, sauf que Héra a vu toute la scène, et Héra envoie un taon piquer Io, qui s'éloigne le plus vite possible de Zeus, et en l'hommage justement à Argos, qui l'a aidé à protéger Io, elle décide de prendre les 100 yeux et de les donner à un oiseau au plumage quelconque, et c'est là où on en vient, à les donner à un oiseau qui s'appelle le paon. Et c'est comme ça que, pour la mythologie grecque, le paon arbore ces fameux ocelles. Alors des ocelles, il y en a environ 145 à 160 sur le plumage du paon, donc finalement la centaine est quand même plutôt proche de la réalité. Et le fait justement d'avoir ce plumage très particulier dans le monde des oiseaux a versé tout un tas de mythes et de légendes à ce sujet. Je parle de la mythologie grecque parce que c'est, on va dire, l'une des mythologies les plus connues, mais on a d'autres mythes qui sont associés, notamment dans l'hindouisme, puisque le paon est originaire d'Inde. Et là, on va notamment parler d'une légende hindoue qui oppose donc une grande bataille, qui oppose le seigneur Indra, dieu de la météo, et certains considèrent roi des dieux, à Ravana, qui est le roi des démons et le roi de Lanka, visiblement.
qui aurait donné son nom au Sri Lanka. Alors on ne sait pas si c'est réellement l'île du Sri Lanka ou si c'est une île qui est située plus au sud. Les historiens ne sont pas spécialement d'accord, mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que un pan s'est avancé au cours d'une bataille devant Indra, a ouvert les plumes de sa queue et a créé un abri, pour permettre à Indra de pouvoir s'abriter et donc de pouvoir mener la guerre. La guerre étant terminée, Indra a vaincu Ravana et en remerciement, il a rendu les plumes du pan colorées et irisées. Mais il y a d'autres mythologies qui sont encore plus surprenantes, Sophie. Parce qu'on a parlé de l'Inde, on a parlé de la mythologie grecque, qui sont deux mythologies, on va dire, assez simplistes, assez classiques finalement. À ton avis, Sophie, quelle mythologie assez originale pourrait faire intervenir le pan? Mythologie originale qui ferait intervenir un pan, j'irais bien du côté du Japon, peut-être? Pas le Japon, non. 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 Des îles d'un archipel du coin, peut-être? C'est pas un archipel, non. C'est pas un archipel? Non. Donc la Chine, non. Pas du tout du côté de cette zone géographique-là. Ah ouais? Peut-être, je serais partie peut-être... Après, les plumes colorées, ça me fait penser à l'Amérique du Sud, mais je vois pas trop pourquoi il y aurait un pan là-bas. C'est effectivement l'Amérique du Sud, et c'est notamment... Alors, l'Amérique du Sud, non, l'Amérique centrale, puisqu'on parle de mythologie maya. Parce qu'il faut savoir que, visiblement, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations que ça, mais les conquistadors avaient sur leur bateau des pans. Alors... On peut considérer la présence de ces oiseaux comme juste de la nourriture. Il y a énormément de relevés, notamment sur la piraterie. On aura peut-être un jour l'occasion d'y revenir. Mais lorsque l'on étudie, entre guillemets, tous les comment dire, pas les carnets de bord, mais en tout cas tout ce qui pouvait se trouver à bord de ces bateaux, on trouvait beaucoup de nourriture et beaucoup justement de volailles, puisque c'est un animal qui est très facile à entretenir, parce que c'est un animal qui pèse pas lourd. Et lorsque vous êtes sur un bateau qui a besoin de gérer vraiment parfaitement son poids, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et il se peut justement que dans cette optique-là, le pan ait été emmené justement pour pouvoir permettre aux équipages de pouvoir se nourrir. Ce qui fait que dans la mythologie maya, on retrouve également trace du pan qui lui n'est tout simplement pas présent sur le continent américain, du moins à l'époque. Maintenant on peut le retrouver à l'état d'animal réintroduit. Donc une dernière légende raconte que Tchak, qui est aussi un dieu de la météorologie, a créé cet oiseau avec une belle voix, avec des plumes très très jolies, et lorsque les oiseaux devaient se réunir pour élire leur roi, ce qui arrive très très souvent dans la plupart des mythologies, les oiseaux qui se réunissent pour élire un roi, le pan, il se disait non mais moi j'ai gagné, j'ai une voix magnifique, j'ai un plumage absolument extraordinaire, pour moi voilà, j'ai gagné quoi. Sauf que le plumage n'était pas suffisant pour le pan. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le pan a essayé d'aller échanger ses plumes, et le pan finit par remporter ce concours. Mais le problème, c'est que le pan avait traité avec un personnage à qui, tout simplement, il avait visiblement volé les plumes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les oiseaux prirent une plume et utilisèrent cette plume pour réchauffer l'oiseau qui avait été plumé justement par le pan. Et le pan fut puni par les dieux pour avoir maltraité son ami, autorisé à garder les plumes colorées, mais définitivement, le pan ne pouvait plus avoir un cri aussi sublime, et c'est pour ça que le pan a cette voix très particulière. Donc même dans la mythologie maya, on retrouve trace du pan, et ça c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est impressionnant, oui. Moi je pensais pas du tout, parce que je me dis c'est vraiment pas de ce côté du monde, du coup au cas où j'ai dit au pif. J'étais pas loin en fait. Non mais c'est vrai que ça pourrait être très très... Malheureusement il y a assez peu d'informations là-dessus, mais je serais pas honnêtement surpris de savoir qu'il s'agissait de nourriture qui était utilisée sur les bateaux pour pouvoir convenir aux différents équipages et comment dire, et faciliter la traversée des personnes quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter sur le pan.
Voilà, petite introduction. J'aurais pu faire un inventaire à l'après-vert en vous parlant d'autres mythologies, mais j'ai préféré me concentrer sur quelques morceaux choisis. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, de rien. Et Sophie, on revient encore plus loin en arrière. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'Archéoptérix. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle d'Archéoptérix sur le podcast? Je ne sais pas. Je me demande si c'est pas le cas, en réalité. Eh bien, bon bah écoutez, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va peut-être le présenter dans ces cas-là. S'il en reste. Donc Archéoptérix, c'est pas un fossile qui est très récent, mais alors non seulement c'est pas un fossile qui est récent, c'est-à-dire que l'oiseau lui-même est vieux, l'espèce a vécu il y a longtemps, mais en plus le fossile a été découvert il y a déjà un paquet d'années, parce que donc l'oiseau a vécu il y a à peu près 156 à 150 millions d'années dans un environnement notamment en Allemagne, enfin du côté de l'Allemagne actuelle en tous les cas, c'était plus ou moins un environnement assez insulaire, une sorte de forêt un peu chaude. Mais aussi l'Archéoptérix a été le tout premier fossile qui a été découvert avec des plumes bien conservées et longtemps considéré comme l'oiseau le plus ancien, tout simplement, l'oiseau fossile le plus ancien. Alors attention cependant, ce n'est pas l'ancêtre des oiseaux actuels, parce qu'en fait c'est un cousin en quelque sorte. Donc ne faites pas l'erreur de dire que ça c'est un ancêtre, ce n'est pas le cas, c'est juste un cousin, mais un cousin qui a vécu il y a longtemps et qui est effectivement cousin des oiseaux actuels. Pour un ancêtre, on pourrait donner quelques noms? Alors là j'en ai pas spécialement parce que le problème de tous les noms qu'on a, si tu veux vraiment repartir à un ancêtre vraiment des oiseaux, tu vas devoir arriver à un nœud et on n'a pas vraiment ces espèces-là, si tu veux, c'est pas... Nous, quand on parle de phylogénie, c'est généralement tous des cousins, des espèces sœurs, enfin c'est pas... On parle pas vraiment d'ancêtres. Donc la manière dont c'est fait, la classification phylogénique, je peux pas vraiment te donner un ancêtre à proprement parler. Je peux te donner des gens qui appartenaient à la même famille, mais c'est à peu près tout. Je vais pas te dire, tiens, celui-là, il a exactement été le grand-parent de nos oiseaux actuels. Non. C'est pas comme ça exactement que ça marche. Mais ça fait partie de la même famille, et donc ça peut nous donner une idée de ce à quoi ressemblaient ceux qui ont effectivement donné des oiseaux actuels. Ce fossile, cet Archéoptérix, alors on en a plein. Le premier fossile qui a vraiment été étudié, où on voit vraiment tout le squelette de cette bestiole, c'est le spécimen qu'on appelle de Berlin, et on voit les plumes qui sont très détaillées. Donc on voit, alors il est absolument superbe, ce spécimen, c'est le squelette complet de l'oiseau avec la tête tournée vers l'arrière. C'est généralement ce qui se passe quand vous avez un fossile d'oiseau comme ça. Vous avez en fait les muscles du cou qui se contractent et ça fait que le cou va se retourner vers l'arrière comme si l'oiseau était en train de mettre sa tête sur son dos. Si vous voyez un oiseau vivant, là, vous l'imaginez mettre sa tête directement sur son dos à l'arrière, posé comme ça. Et c'est plus ou moins la manière dont vous allez retrouver un oiseau fossile, donc un oiseau qui a été mort à l'époque et qui a été enseveli ensuite et donc fossilisé derrière. Donc avec cette courbure du cou qui est très caractéristique. Et vous allez donc retrouver sur ce spécimen de Berlin des plumes tout autour de l'oiseau, ce qui nous a fait dire à l'époque que effectivement c'était un oiseau à plumes fossiles, c'était assez incroyable. Et donc vous en avez des plumes au niveau des bras, donc sur les ailes, mais aussi au niveau de la queue. Et ce qui est très intéressant sur l'Archéoptérix, c'est que vous avez à la fois des caractères aviens, donc des caractères d'oiseaux actuels, et des caractères qui sont plus reptiliens, qu'on associe plus généralement aux reptiles comme les lézards par exemple, ou tout simplement comme les dinosaures non aviens, que vous connaissez certainement, avec par exemple la longue queue avec des vertèbres à l'intérieur, ou bien tout simplement les dents sur la mandibule. Et donc là, cet Archéoptérix présente des caractères, comme ça, il a des dents, même si elles sont toutes petites, il a cette longue queue avec des vertèbres jusqu'au bout, avec des plumes sur la queue certes, mais il y a quand même des os jusqu'au bout de la queue, ce que nous n'avons pas sur les oiseaux actuels évidemment, vu que la queue est réduite à ce qu'on appelle le pygostyle, qui sont donc quelques vertèbres qui sont encastrées les unes dans les autres, en quelque sorte, et qui ne servent plus vraiment à faire grand chose à part bouger les plumes qui sont accrochées dessus. Donc voilà.
Alors, ce fossile, il a toujours été intéressant à cause de ça, parce qu'on l'appelait le chaînon manquant, pour dire, ça a été l'un des premiers fossiles qui nous a permis de dire que oui, les oiseaux descendaient bien de certains dinosaures qui avaient fini par acquérir des plumes et ensuite qui avaient fini par acquérir le vol. Ça a été longtemps débattu, mais grâce à ce fossile, c'est grâce à ça qu'on a eu les premières discussions à ce sujet. Sauf que dernièrement, on a encore retrouvé des nouveaux fossiles d'Archaeopteryx et ils nous ont permis d'en dire encore plus que ce qu'on avait avant. Et ce fossile d'Archaeopteryx, qui était précédemment dans une collection privée, a été acquis très récemment par le musée de Chicago, ça s'appelle le Field Museum. Et d'ailleurs maintenant il est exposé depuis 2024 parce qu'ils ont fini de bien le nettoyer et de le préparer, parce que ça demande un petit peu de temps de préparation, ça leur a pris 1 an à peu près pour le préparer correctement. Et donc ils ont fini de le préparer et grâce à la préparation très très minutieuse qu'ils en ont fait, ils ont pu arriver à trouver beaucoup plus de détails que sur les précédents spécimens qu'on avait trouvés il y a plus d'une centaine d'années déjà. Alors sur ce spécimen, qui est arrivé donc au musée en août 2022, il me semble, ils ont trouvé un truc qu'on n'avait pas pu voir sur les autres spécimens d'Archaeopteryx. Si je te parle de plumes tertiaires, et notamment de rémiges tertiaires, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, c'est les plumes qui sont... c'est les plumes qui sont les moins nombreuses et qui sont un peu sous comment dire... sous l'implantation des ailes, je sais pas comment vers le commentaire, vers l'articulation. C'est ça. de... Oui, non, c'est ça, t'as tout bon, effectivement. Donc, pour vous donner ça un petit peu rapidement, pour faire ça schématiquement, sur une aile d'oiseau, vous avez donc pas mal de plumes différentes, mais vous avez notamment les plumes de vol qu'on va appeler les rémiges. Les rémiges, ce sont donc ces longues plumes qui sont généralement assez rigides, qui vont permettre de soutenir l'oiseau pendant le vol. Donc on va appeler les rémiges primaires, les rémiges qui sont sur la première partie de l'aile, le plus à l'extérieur du corps de l'oiseau, donc qui vont vraiment prendre le vent. Là, c'est celles qui vont parfois faire des doigts quand vous avez les aigles qui volent en vol plané au-dessus de vous. Là, vous les voyez un peu. Ensuite, vous avez les rémiges secondaires qui vont suivre les rémiges primaires, qui vont à peu près partir, qui vont arriver plus ou moins jusqu'au coude de l'oiseau, c'est quasiment jusqu'au corps de l'oiseau, c'est entre les rémiges primaires, donc ils vont faire cette première partie de l'aile et le corps de l'oiseau en quelque sorte, donc ça c'est les rémiges secondaires qui sont un poil moins rigides que les primaires. Et puis derrière, pour faire juste la liaison entre le corps de l'oiseau et les rémiges secondaires, donc vous allez avoir ce qu'on appelle les rémiges tertiaires, qui sont assez longues aussi, mais pareil, qui sont pas extrêmement rigides, mais qui permettent tout de même de faire tenir l'oiseau en vol, parce qu'en fait, ça permet de pas avoir d'espace entre le corps de l'oiseau et ses rémiges, le reste des rémiges, parce que c'est comme tout, si vous avez un espace entre ces deux morceaux-là, en fait, vous allez avoir moins de portance, et donc vous allez avoir plus de difficultés à rester en vol. Et ça, c'est des plumes donc qu'on pensait être arrivées chez les oiseaux finalement assez récemment, parce que c'est des plumes qui vont vraiment être assez spécifiques aux oiseaux qui volent uniquement. Parce que si vous volez pas, vous en avez pas besoin, en fait. Et en fait, il se trouve que sur ce spécimen d'Archaeopteryx, on a des rémiges tertiaires. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce qu'on pensait qu'elles étaient arrivées quand même bien plus tard, parce qu'Archaeopteryx, la question et généralement la grosse discussion autour du fossile, c'est est-ce qu'il volait ou est-ce qu'il volait pas. Et vu le reste des plumes sur l'Archaeopteryx, le fait que notamment les plumes qu'on a sur l'Archaeopteryx, en fait, c'est pas des plumes de vol, c'est pas des rémiges comme vous avez l'habitude d'en voir. Ce sont des rémiges, certes, alors on parle de plumes de vol en quelque sorte, mais c'est pas exactement du vol pour l'Archaeopteryx, enfin du moins la manière dont c'était décrit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que sur une plume de vol, normalement sur une rémige normalement constituée, la rémige n'est pas symétrique. Donc vous allez avoir le premier côté de la rémige, notamment l'angle qui va prendre le vent, vous le voyez très très bien sur les rémiges primaires, donc celles qui sont tout au bout de l'aile de l'oiseau. Le début de la rémige, le côté qui prend le vent en fait est beaucoup plus fin que le côté arrière qui lui va juste servir à soutenir l'aile plus ou moins. Donc ces rémiges sont complètement asymétriques et c'est comme ça qu'on sait que les oiseaux les utilisent effectivement pour voler. Quand vous avez une rémige qui est symétrique, généralement c'est un signe que l'oiseau ne vole pas parce qu'il n'a pas besoin de cette rigidité supplémentaire sur le bord de la rémige pour vraiment prendre le vent et pour arriver à avoir quelque chose d'assez rigide. Et donc c'était le cas d'Archaeopteryx, il a pas des plumes qui sont asymétriques, lui au contraire il a des plumes de vol qui sont tout à fait symétriques. Donc on se disait tout à fait normalement que cet oiseau il volait pas.
Parce que, bon, peut-être qu'il planait un peu, mais finalement... mais là, voilà. tout est remis en question. Et là, tout est remis en question, parce que maintenant, on a trouvé ces rémiges tertiaires qu'on n'avait pas vues précédemment. On pensait qu'il avait que les primaires et les secondaires. Et non, on se disait, il a pas les tertiaires, parce qu'après tout, il vole pas, il en a pas besoin. Et si, il les a. Manque de bol. Donc encore une fois, ce fossile nous prouve être un mix, en fait, à la fois de caractères aviens, mais carrément de caractères d'oiseaux volants, pour le coup, pas seulement aviens, hein, c'est même pas des caractères d'autruche, si vous voulez, c'est carrément des caractères d'oiseaux qui volent, et de caractères de reptiles type dinosaures non aviens, qui eux ne volaient clairement pas. Et c'est vraiment incroyable ce mix qu'on peut avoir de trucs comme quoi c'est vraiment c'est un patchwork en fait de choses qui sont à la fois, qui appartiennent à la fois à un groupe et à la fois à l'autre. Bon, c'est un peu pour ça qu'on parlait de chaînon manquant à une certaine époque, hein, même si le terme n'est plus vraiment d'actualité. Mais voilà. Donc c'est super intéressant, et donc je vous encourage à lire ce papier, c'est sorti dans Nature, je crois que c'était en mai dernier, il me semble, très intéressant, vraiment. Ils ont aussi fait plein d'autres analyses dessus, ils ont fait notamment un CT scan, donc ça permet de voir vraiment à l'intérieur du fossile lui-même s'il y a des petits trucs, et c'était très intéressant aussi pour arriver à bien cerner les limites des plumes et des tissus mous qu'ils avaient réussi à préserver. Et faire une reconstitution 3D de la bestiole, donc ça c'est chouette aussi. Et puis ils ont utilisé de la lumière UV aussi, notamment pour arriver à repérer les parties qui étaient des tissus mous. Ça permet de mieux voir en fait ces tissus qui sont un peu spécifiques. Voilà. Et donc ils ont eu de la chance, spécimen très bien préservé, vraiment. Est-ce qu'on a des hypothèses justement sur la présence de ces rémiges tertiaires sur ce spécimen et sur la non-présence de ces rémiges sur d'autres spécimens? Tu disais que le fossile était peut-être dans un meilleur état de conservation que les précédents. Alors c'est pas qu'il est dans un meilleur état de conservation, c'est qu'en fait il a été beaucoup mieux préparé. C'est qu'à l'époque, quand on a préparé les premiers fossiles d'Archéoptéryx, et notamment le spécimen de Berlin, ils ont fait aussi attention qu'ils ont pu, mais ils n'avaient pas les techniques modernes pour vraiment cibler, comme par exemple la lumière UV ou ce genre de choses, pour vraiment arriver à déterminer où est-ce que la roche qui entoure le fossile s'arrêtait et où est-ce que le fossile commençait. Donc arriver à trouver les structures qui sont juste imprimées dans la roche, dans ces cas-là, c'est assez compliqué. Et ils pensent, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans l'étude, que ces premiers spécimens n'ont pas été préparés avec suffisamment de délicatesse pour vraiment arriver à conserver ces structures qui auraient dû être là. Et qu'ils pensent qu'elles ont toujours été là, c'est juste que la préparation a fait qu'on les a effacées d'une certaine manière. Parce que c'est quand même des choses qui sont très délicates. Moi, j'avais lu un truc sur Archéoptéryx, Sophie. Avant le fossile, on avait trouvé une plume. Oui, exactement, et c'est le premier fossile. Et c'est cette plume que l'on a, entre guillemets, nommée Archéoptéryx. Oui, exactement. Sauf qu'en 2010, on s'est rendu compte que c'était pas Archéoptéryx qui avait cette plume. Oui, ça a été un petit micmac. Bon, ça n'empêche qu'on a gardé le nom pour Archéoptéryx. Mais c'est vrai que le premier fossile, tu as raison de le dire. Le premier fossile, c'est effectivement une empreinte de plume. Et c'est une empreinte qui est tellement belle que même encore aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est juste une plume qu'on a laissée sur le bord du chemin et qu'elle est juste tombée d'un oiseau. Et ça c'est incroyable. Alors je vous encourage vraiment à aller voir ce premier fossile qu'on a trouvé. Parce que voilà, il est superbe, il est juste superbe. Donc il n'y avait pas de confusion possible entre une plume et une feuille à l'époque. On aurait pu se dire ouais non, c'était une feuille fossile. Non, c'est tellement bien préservé qu'on voit que c'est une plume. Voilà. Et c'est absolument superbe. Alors voilà. D'ailleurs c'est le nom c'est Archéoptéryx geographica hein, pour le nom exact de la bestiole. Alors il y a plusieurs espèces d'Archéoptéryx, mais en tout cas celui dont on parle c'est celui-là. Eh bien merci de nous avoir parlé de ce magnifique oiseau ancien mais moderne à la fois. Avec plaisir. Et c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. On espère qu'il vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. On rappelle également que si vous avez des questions, eh bien les commentaires sur YouTube sont faits pour cela. N'hésitez évidemment pas à partager l'émission. N'hésitez pas à partager cet épisode. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Peut-être un petit peu moins historique dans le courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.